Bonjour à tous! Pour les nouveaux venus, je suis traductrice adaptatrice dans l'audiovisuel et notamment en jeux vidéo. C'est mon métier. J'ai fait un bac+5 pour y être formée, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'importe qui ne peut pas faire ça. Pourtant, je vais ici vous parler d'une traduction amateur d'une qualité bien supérieure à la plupart des traductions professionnelles que vous aurez l'occasion de voir en jeux vidéo, et je tenais donc à en parler et expliquer pourquoi cette traduction est à ce point supérieure à ce que des gens comme moi, qui ont pourtant été formés à ça, sont capables de vous fournir. Je vais donc commencer par vous parler de mon travail. Je l'ai déjà mentionné dans les 2 vidéos précédentes, le travail de traducteur de jeux vidéo se fait en grande partie sans contexte. Mais pour ceux qui s'imaginent qu'on exagère, je vais vous partager une expérience récente et honnêtement assez courante dans le métier. Imaginez-vous un vendredi matin. Vous prenez votre boisson chaude matinale en grignotant un peu de petit-déj quand vous recevez un mail vous demandant si vous êtes disponible pour environ 2500 mots pour lundi début d'après-midi. Étant donné que 2500 mots est à peu près ce qui est attendu d'un traducteur en une journée, que vous savez que vous allez assez vite pour ça, et qu'en plus, en cas d'imprévu ou de retard, vous pourrez rattraper sur le week-end, quelque chose qui vous fait mal mais qui reste possible en cas de pépin, vous acceptez. Vous recevez ce job et découvrez que celui-ci est composé à 90% de balises. Les balises, c'est ces trucs qui indiquent que tel texte est en gras, tel texte de telle taille, couleur, un retour à la ligne, les variables et j'en passe. Vous devez donc déchiffrer chaque phrase sans les balises pour réussir à la traduire, puis ensuite ajouter les balises à la bonne place vous-même. Car oui, ça fait partie de votre métier de vous y connaître assez en mise en page pour savoir où placer les balises. Et oui, il serait environ 1000 fois plus rapide de vous donner le texte de base, puis ensuite de le redonner avec les balises pour que vous ayez un texte facile à déchiffrer lors de sa traduction, à savoir la partie la plus longue et complexe du boulot. Mais là où ça ferait gagner des heures de temps au traducteur, ça ferait perdre quelques minutes au studio, donc vous comprenez bien que c'est hors de question. Qu'importe, vous faites votre job malgré tout, mais là vient le second souci. Le texte, très ambigu, vous fait vous demander si ce qui est décrit ici est une unité jouable ou une technique équipable. Et si jamais c'est une unité, en absence de contexte et face à des termes anglais neutres, vous n'avez aucune idée de si cette unité est masculine ou féminine. Vous prenez quelques heures pour chercher en ligne, mais ne trouvez rien. Ni la nature de ce qui est décrit, ni le genre avec lequel vous devez traduire. Vous faites à l'aveugle, en vous disant que vous demanderez à votre boss d'ici la fin de la journée, et avancez avec difficulté sur votre travail jusqu'à finir un premier jet, heureusement pas trop tard de par la puissance merveilleuse de l'hyperfocus. Comme quoi l'hyperactivité n'a pas que des défauts. Maintenant que vous savez ce que vous réserve tout ce job, vous envoyez un message à votre boss avec vos questions, histoire d'avoir une réponse qui vous permettra de retravailler votre texte ce week-end. Ce qui vous force d'ailleurs à faire une croix sur toutes vos activités détentes du samedi, parce qu'il est clair que ça vous prendra une journée de travail entière. La réponse de votre boss, lorsque vous la recevez, et je paraphrase ce que j'ai reçu, est « Ah oui, on a souvent ça sur ce projet », comme on ne nous donne aucun contexte. On découvre parfois des semaines après la livraison que ce qui semblait être un personnage est en fait une compétence, et vice versa. Je vais me renseigner sur ce que tu as demandé, on va espérer qu'ils répondront. En tout cas, en attendant, traduis à l'aveugle. Si on obtient des réponses à temps, on corrigera pendant la relecture. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi beaucoup de jeux vidéo ont des traductions de merde là ? Oh, et vous pensez que c'est terminé ? Non. Figurez-vous qu'alors que vous fixez cette réponse du regard, à vous dire que c'est la plus belle démonstration de vos conditions merdiques que vous ayez jamais vues, et que votre week-end va être occupé à retravailler ce boulot qui devait être fini en une journée, un autre de vos boss vous envoie du travail pour lundi matin, à 17h30, un vendredi soir. Donc l'heure à laquelle les gens quittent le bureau. Ce qui signifie que si vous êtes à ce moment occupé sur un autre travail, comme vous avez de fortes chances de l'être, il est tout à fait possible de ne voir cet email que vers 18h30, voire plus tard. Et quand je dis vous envoie du travail, je ne veux pas dire vous demande si vous êtes disponible pour un travail. Je veux dire vous assigne un travail et si tu ne peux pas le faire, tu dois envoyer un mail au chef de projet, voire un message sur Skype si celui-ci ne consulte pas ses mails pour une raison ou une autre. Ce qui, un vendredi soir après 18h, signifie que personne ne verra cette réponse avant lundi matin. À savoir l'heure à laquelle vous êtes censé rendre ce travail. Ce qui signifie totalement que la personne qui a envoyé ce travail s'attend à ce que vous fassiez ça ce week-end, et part du principe que vous êtes disponible sans se laisser l'occasion de se retourner si ce n'est pas le cas. Et croyez-moi, si vous refusez et que le message est reçu trop tard, c'est vous qui serez remis en cause pour ne pas avoir prévenu que vous n'étiez pas disponible. Vous devez apparemment prévenir chacun de vos clients chaque fois que vous avez un job sur 2-3 jours, car ceux-ci ne vous demanderont pas si vous êtes disponible avant de vous envoyer du travail. Mais Anaé, certains diront, pourquoi ne pas mettre une réponse automatique qui envoie un mail indiquant ton disponibilité quand tu sais que tu seras prise jusqu'à la fin de la journée ? Eh bien la réponse à cela est très simple. Les gens qui partent du principe que vous êtes disponible ont tendance à de toute façon vous envoyer du travail à travers des plateformes. Et par ça, je veux dire que le mail qui contient les infos du job qu'on vient de vous assigner est envoyé par une boîte de type no reply. Donc votre mail automatique de réponse sera envoyé dans le vide et personne ne le verra. Mais Anaé, d'autres diront, il doit y avoir moyen de refuser ces jobs quand même, non ? Et en effet, la plateforme vous permet d'accepter ou refuser le job. Sauf que quand vous le refusez, absolument personne n'en est notifié et donc si vous ne leur envoyez pas de mail, les chefs de projet partent du principe que vous avez accepté et ne se rendent compte qu'il y a un problème qu'une fois la date et l'heure de rendu passées. Lorsque le relecteur vient demander pourquoi il n'a encore rien reçu. Mais Anaé, insistera-t-on,
N'y a-t-il pas moyen de s'indiquer comme indisponible sur cette plateforme? Eh bien si, figurez-vous. Sauf que ça ne sert absolument à rien. Parce qu'une fois de plus, personne n'en est notifié, et les chefs de projet peuvent tout de même vous assigner du travail et ne sont même pas mis au courant que vous êtes mis comme indisponible lorsqu'ils le font. Et ce, même si la raison que vous avez indiquée parmi leur liste de possibles causes d'indisponibilité est « Je n'ai actuellement pas internet et ne pourrai pas avoir les mails ». On revient donc au fait de devoir envoyer un mail à chaque client potentiel chaque fois qu'on a une journée légèrement remplie, ce qui est absurde. Mais Anae, me dira-t-on encore, si cette plateforme est à ce point mal foutue, à quoi sert-elle et pourquoi l'utilise-t-on? Eh bien, j'en ai pas la moindre foutue idée, mais ça fait des années que je soulève ces défauts et que ça ne change pas, donc j'imagine qu'on en a rien à foutre. Mais Anae, conclura-t-on, si les conditions sont si merdiques, pourquoi tu bosses encore avec ces gens? Mais parce qu'il faut bien bouffer, et qu'avec un boulot précaire comme celui-ci, tu fais pas la fine bouche. Si t'es capable de faire un job, tu le prends. Sans oublier que, croyez-le ou pas, mais c'est loin d'être les pires conditions de travail face auxquelles je me suis retrouvée. Bref, je me retrouve à devoir travailler le week-end sur un boulot qui aurait dû me prendre qu'une journée, parce que les studios s'imaginent apparemment qu'on est aussi rapide avec ou sans balise, et qu'on peut faire une traduction qualitative sans le moindre contexte, et voilà qu'en plus de ça, un autre client part du principe que je ferai sa traduction pendant le week-end, et ne me laisse le choix de refuser qu'en me mettant dans la sauce, en m'assignant à ce boulot un vendredi soir. Et c'est pas juste des mauvais timings, hein, ça arrive beaucoup trop souvent pour ça. Ceci sont des conditions de travail typiques pour les traducteurs de jeux vidéo. Comme je disais, est-ce que ça vous étonne que vous ayez des traductions de merde après ça? Et bien du coup, voyons un peu ce que ça donne quand des traducteurs, pourtant amateurs pour certains, ont tout leur temps pour traduire un jeu ainsi que l'intégralité du jeu comme contexte, une absence de pression professionnelle et la possibilité de communiquer entre eux facilement pour faciliter l'harmonisation. Vous êtes prêts? C'est parti pour le patch français d'Undertale. Pour si des gens ont vécu sous un rocher ces 7 dernières années, Undertale est un RPG indépendant créé par Toby Fox. Au cours de ce petit jeu en pixel art qui peut se finir en moins de 10 heures, vous incarnez un humain tombé dans l'outre-monde où sont enfermés les monstres. Ces monstres sont, pour la plupart, des créatures sympathiques et un peu excentriques, avec une vie des plus ordinaires, mais qui malheureusement risquent de vous tuer lorsqu'ils vous disent bonjour. Il existe plusieurs façons de jouer à ce jeu. Vous pouvez affronter les monstres, quitte à en tuer certains, monter de niveau, et ainsi gagner des chances de survie. Vous pouvez faire du grinding jusqu'à exterminer tous les monstres de la zone, et ainsi affronter les deux boss les plus durs du jeu dans ce qu'on appelle couramment la route génocide. Ou vous pouvez prendre le chemin le plus risqué, et tenter pour chaque monstre de déterminer le puzzle qui vous permettra de l'épargner sans même avoir à l'amocher. Ce qui vous mènera à la fin la plus complète du jeu avec l'an générique, etc. Le jeu s'est fait remarquer pour l'intelligence de sa programmation, ses personnages attachants, ses histoires complètes, son excellente BO et bien plus encore. Au point que Megalovania est maintenant disponible sur Super Smash Bros, ainsi qu'un skin Sans pour le Mi avec un flingue. Une véritable success story pour un jeu qui pourtant, officiellement, n'est disponible qu'en anglais. Mais forcément, le jeu a déclenché un tel engouement que des fans se sont efforcés d'en faire une traduction dans leur langue pour le rendre plus accessible à ceux ne parlant pas anglais. Et c'est de ça qu'on va parler ici. Commençons par le commencement, et ce qui est tout de même probablement le plus important, est-ce que le sens est respecté? Je pense que personne ne sera surpris après ma petite intro quand je crie que oui! Oui, le sens est respecté, à la perfection. Tout ce qui est dit en anglais est également dit en version française. Le scénario est parfaitement retranscrit, il n'y a honnêtement jamais eu un seul moment où je me suis dit « Ah, je sais pas si c'est le sens là ». Il y a eu des moments où je me suis dit « Ah, je crois que j'aurais traduit différemment », mais là, c'est juste différents points de vue qui s'accordent, on ne peut pas parler de faute. Le patch français d'Undertale parvient à réaliser quelque chose que j'ai rarement vu en dehors des traductions officielles d'Ace Attorney, qui sont de réussir à retranscrire des détails qui ne sont pourtant pas faciles à retranscrire. Que ce soit à cause des limitations de la langue, parce qu'il s'agit de jeux de mots, ou encore à cause des limites de caractère dont je me plains souvent. Le patch va même jusqu'à traduire les noms des zones, parce que le fait qu'elles aient été nommées par Asgore et que ces noms manquent beaucoup d'imagination fait partie intégrante de l'univers. J'irais d'ailleurs dire que le seul reproche que je pourrais, en chipotant beaucoup, faire à ces noms, est que Couve-Neige est peut-être un tout petit peu trop bien trouvé pour Asgore, mais c'est pas comme si j'avais mieux proposé et c'est tout de même un choix excellent. Les termes et phrases clés sont tout aussi présents et tout aussi marquants, et lorsqu'il était impossible de traduire certaines choses, comme Love et Level of Violence, le jeu prend le parti intelligent, mais qu'on nous empêche souvent de faire professionnellement, de laisser la version originale, mais ajouter une traduction expliquant ce que ça veut dire après coup. Les jeux de mots à la source des noms des monstres ont également été traduits, avec une grâce digne des meilleurs Pokémon. La neutralité de Frisk est également respectée, avec la majorité du genre qui est mis par rapport au genre humain. Même au niveau des blagues des monstres qui en font, le sens est parfaitement adapté. Oui, adapté, parce que traduire une blague, qui en général comprend un jeu de mots, implique de l'adapter pour que l'audience cible la comprenne.
Pour prendre un exemple que j'ai réellement vu dans des sous-titres officiels qu'on m'a demandé de recaler au tout début de ma carrière, What's brown and sticky? A stick est une devinette dont on ne débattra pas de la qualité, mais qui avait été traduite littéralement. Qu'est-ce qui est marron et collant? Un bâton. Ouais non, ça passe pas. Là, la blague a à voir avec le fait que sticky, collant, commence comme stick, bâton. Le simple fait de mettre quelque chose comme qu'est-ce qui est vert et qui va sous l'eau, un sous-marin, aurait été encore plus nul, mais au moins un peu mieux adapté. Et bien ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas vu ce patch français tomber une seule fois dans ce travers. Le sens est gardé à la perfection, mais pas au prix de calquer l'anglais du début à la fin et de traduire sans adapter pour autant. Niveau harmonisation, rien à redire non plus. Au cas où il y aurait des nouveaux, l'harmonisation, c'est le fait de s'assurer que tout est appelé de la même façon du début à la fin. Qu'un personnage qui a un accent garde le même accent au lieu de l'effacer ou de le remplacer à mi-chemin, que les gens qui se tutoient ne se vous voient pas brusquement, que les noms des techniques restent les mêmes tout le long du manga, contrairement à ce qui s'est passé par exemple dans Kuroko Basket, tout ça. Et ici, l'harmonisation est impec. Tous les termes importants sont préservés, les échos aussi, il n'y a pas de tutoiement qui se change en vouvoiement sauvage ou l'inverse, les noms des personnages n'ont pas été traduits donc pas de souci à ce niveau, mais comme dit auparavant, les noms des monstres, si. Et ils sont conservés lorsqu'ils sont utilisés plus tard. Il n'y a jamais le moindre problème niveau harmonisation. La tournure particulière qui se répète tout le long du jeu au niveau des points de sauvegarde se répète tout autant en français. Et bien sûr, j'en passe. Le mélange un peu campagnard et pourtant noble qu'on trouve chez Asgore et Azriel est respecté, Sans et Papyrus parlent dans leurs polices respectives, bref, tout va bien de ce point de vue-là. Enfin, il est toujours beaucoup plus difficile de parler de ce qui va que de ce qui ne va pas, parce que ça ressort moins. Néanmoins, si ce que je viens de vous énumérer semble le B à bas, je tiens tout de même à aborder les sujets qui fâchent, et signaler que cette horreur qu'est Three Hopes a tout de même réussi à faire une énorme erreur d'harmonisation sur un gros titre. Le collier! C'est le collier de Faudland, bordel! Si seulement c'était la seule fois que ça arrivait. Enfin, retournons sur notre merveilleuse traduction d'Undertale. Ici, comme je l'ai dit, nous n'avons pas une seule fois ce problème. Le sens est respecté, l'harmonisation est parfaite. Passons au point suivant qui, comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur The Quarry, peut être le moment où le bas blesse. Le ton. Ouais bah ici aussi c'est carton plein, hein. Le ton est respecté à la perfection. Les personnages d'Undertale sont mémorables en bonne partie parce qu'ils ont une personnalité haute en couleurs et des maniérismes particuliers. Leur personnalité est pour la plupart très rapide à cerner, il suffit de quelques mots, et leur thème musical qui t'explose leur personnalité dans la gueule, et c'était quelque chose qu'il fallait savoir retranscrire en français. Ici encore, c'est un succès. J'ai parlé d'Asgore et Azriel qui sont un mélange entre familier, campagnard et noble, mais c'est l'intégralité des personnages qui sont comme ça. Toriel donne l'impression de faire attention à chaque mot prononcé, avec une certaine délicatesse et tendresse à chaque instant, mais aussi un peu de distance à cause de ce qu'elle a traversé. Papyrus a ce même mélange d'innocence et d'extravagance enthousiaste, les personnages censés être sérieux sont sérieux, les personnages censés être blagueurs sont blagueurs, ceux qui sont les deux en fonction des moments le sont au moment adéquat, ce qui, si vous avez regardé ma première vidéo sur le sujet, est, vous le savez, un souci parfois lorsqu'on tente de compenser. Même les flavor text, les trucs qu'on peut lire lorsqu'on lit les écriteaux, fouille les maisons, etc., sont tout aussi mordants, drôles et efficaces que dans le jeu de base. L'un des nombreux soucis du français est qu'il s'agit d'une langue plus longue que l'anglais, et que les différences de structure rendent le fait d'être aussi frappant dans l'une que dans l'autre difficile, voire impossible. Mais ce jeu s'en sort incroyablement bien, et arrive à faire ça sans jamais donner la sensation de calquer l'anglais. D'ailleurs, on va de suite enchaîner sur l'humour, car un de mes trucs préférés chez Undertale, c'est son humour. Et je considère que ça fait partie du ton. Comment ont-ils fait pour si bien garder l'humour de ce jeu? Presque toutes les blagues marchent aussi bien qu'en version originale, et même celles qui fonctionnent moins bien restent en général bien trouvées. Les jeux de mots, tout particulièrement, m'ont époustouflé car croyez-moi, et surtout croyez mes collègues qui doivent traduire des séries pour ados sur Nickelodeon, c'est l'enfer à traduire ces trucs-là. Encore plus quand ils tirent leur base d'une expression populaire. Et pourtant, cette traduction tire son épingle du jeu à chaque fois. Il leur arrive même d'ajouter des jeux de mots là où il n'y en avait pas en anglais. Et est-ce que ce soit parfait? Par exemple, le fait qu'au lieu de puzzle, Sans et Papyrus parle maintenant de casse-crâne. C'est génial, c'est parfait, c'est approprié et ça rentre extrêmement bien dans l'univers. Donc oui, que ce soit le ton ou l'humour, la traduction est une fois de plus impeccable. Mais elle n'est pas parfaite. Ceci dit, c'est tout à fait normal. La traduction parfaite n'existe tout simplement pas. Mais du coup, après 10 sessions de stream pour finir la route neutre et la route pacifiste en live, je peux vous résumer tous les reproches que j'ai à faire à cette traduction. Attention, ça va aller vite. Il y a quelques choix de traduction qui n'auraient pas été les miens. Bon, c'est à peine un reproche, puisque comme je l'ai dit plus tôt, ça dépend de la sensibilité de chacun. Malgré tous mes compliments sur le ton respecté, il y avait des moments où c'était absolument infaisable et où le niveau de langue n'est pas exactement approprié, mais ça reste très mineur. Un exemple que je ne suis plus sûre d'avoir pensé à enregistrer serait Toriel et son Greetings, qui devient Salutations.
ce qui est une traduction littérale, certes, mais soyons honnêtes, greetings reste bien plus courant et classique en anglais que salutations en français. Surtout de la part d'un personnage affectueux comme Toriel. Mais bon voilà, on peut quand même parler de chipotage. De la même façon, il y a quelques blagues qui passent à la trappe parce qu'il était impossible de les conserver en français et que dans ces cas-là, le sens prime. Mais il y en a si peu qui ont subi ce traitement que c'en est presque miraculeux. Ensuite, je pense que j'ai remarqué une coquille à un moment. Une seule. De tout ce que j'ai vu du jeu. Et je n'en suis même plus sûre parce que c'était il y a des mois et que je n'ai pas indiqué où je l'ai vu. Donc ouais, ça va, je veux dire, j'ai joué à Okami. Une seule coquille, ça va. Le seul vrai reproche que je pourrais adresser à cette traduction, finalement, ne dérangera que moi et mes collègues, et peut-être quelques autres puristes de la langue. À savoir qu'on trouve un certain nombre d'anglicismes parfois dans le texte. Celui-ci esquive souvent le calque, mais on peut ressentir le texte anglais quand, par exemple, Alphys enchaîne les supposés. Je suis désolée, je suis matrixée par mon job, mais en français, dans ce contexte, on ne dit pas supposé, on dit censé. Mais ouais, comme j'ai dit, ça ne dérangera que moi et les gens comme moi, je pense. Et vous savez quoi? J'ai décidé que j'allais mettre ça sur le fait que c'est Alphys, et qu'Alphys étant une scientifique, elle a l'habitude d'utiliser un langage informatique basé sur l'anglais et donc mélange un peu. Voilà. Si je pars sur ce principe, ça efface le problème. Maintenant, espérons qu'aucun autre personnage ne fait ça. Bref, vous l'aurez compris, même si la traduction parfaite n'existe pas, on fera difficilement mieux que celle-ci. Elle est proche de la perfection. Et pourtant, de ce que j'en sais, elle a été faite par des fans, et non par des traducteurs professionnels. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence ? La différence se résume en quelques points. Tout d'abord, le classique, il y a la passion. La passion, ça peut vous faire développer des trésors de créativité et de productivité. L'envie de faire honneur à des personnages qui vous ont marqué signifie que vous êtes bien plus susceptible d'essayer de saisir leur voix en passant d'un langage à l'autre. Mais si les vieilles fansubs des années 2000 nous ont bien appris quelque chose, c'est que ça ne suffit pas toujours. Le reste, en réalité, est encore plus simple et je vous le donne en 1000. Le jeu était déjà sorti quand la traduction a eu lieu. Et le projet s'est fait progressivement, et de ce que j'en sais une fois de plus, sans contrainte de temps. Et puis, le contexte. On en revient toujours au contexte. La grande majorité des jeux vidéo sont traduits sans contexte. Parfois, avec un peu de chance, on a un résumé du scénario. En général, on sait qui parle, mais on doit un peu déduire à qui. Dans les rares cas où on a des visuels, il est peu probable qu'ils comprennent tout, tant les entreprises sont obsédées par la crainte du spoiler et refusent de dévoiler leur œuvre à qui que ce soit. Undertale était déjà sorti dans son intégralité lorsque ce patch a commencé à être traduit. Il était déjà tout à fait possible d'aller vérifier le contexte de chaque réplique à traduire, de chaque texte, de si les limites étaient négociables ou non. Et Undertale étant un jeu court, c'était doublement rendu plus simple, car c'est là qu'on va parler de cette histoire de contrainte de temps. Prenons par exemple un autre jeu qui est sorti avant sa traduction française, Persona 5. Techniquement, à l'exception du chapitre bonus, la version royale, qui dispose d'une traduction française, a été traduite avec cet avantage aussi. Si ce n'est pour le fait que Persona 5 est un jeu qui dure plusieurs dizaines d'heures, et que vu le rythme demandé en traduction de jeux vidéo, entre 2000 et 3000 mots par jour en général, je doute que les traducteurs aient eu le temps d'éplucher l'intégralité de celle-ci chaque fois qu'ils n'étaient pas sûrs du contexte. Quant à ce chapitre bonus et toutes les fonctionnalités ajoutées, il n'avait même pas cet avantage. Est-ce que la traduction est bonne ? Aucune idée. Je n'ai joué qu'à la version de base sans traduction. Mais je doute qu'elle soit du niveau de celle du patch d'Undertale, et ce n'est absolument pas une critique envers les traducteurs. Sachez également que, même si je n'ai pas le droit de donner son nom par souci de confidentialité, le seul jeu que je connaisse à avoir vu sa version française saluée par la critique est le seul jeu pour lequel je sais que les traducteurs ont reçu les cinématiques. Maintenant, est-ce que cette vidéo entière était un prétexte pour supplier les boîtes de nous donner le contexte automatiquement lorsqu'on doit traduire pour elles ? Pas à la base, mais ça l'est clairement devenu au fur et à mesure. Ensuite, est-ce que je pense que ça va marcher ? Non ! Non, parce que si la plupart des boîtes considéraient que la traduction française de leur jeu était importante, le jeu Vanilla de Persona 5 aurait été traduit, Kingdom Hearts n'aurait pas abandonné la VF, et First Class Trouble aurait une traduction digne de ce nom, au lieu de ne nous faire traduire que sa pub. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, moi j'ai du taf parce que pour tous ces défauts, j'aime mon job. Alors à plus !